Et voilà, comme promis lors de la dernière vidéo, on revient sur le film F1 réalisé par Joseph Kosinski. Je vais évidemment donner mon avis sur ce film, mais également essayer de vous expliquer et de comprendre comment a été réalisé celui-ci, parce que vous vous en doutez, faire un film sur le monde de la Formule 1 en utilisant le monde réel de la Formule 1, c'est pas si facile. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bref, F1 le film, c'est parti. Avant que cette vidéo commence, si tu as vu le film F1, je t'invite d'ores et déjà à mettre ton opinion en commentaire, comme ça on pourra en débattre, que t'aies aimé ou que t'aies pas aimé. Et pareil, si tu as des informations sur le film F1 que je ne mentionne pas dans la vidéo, je t'invite là aussi à écrire un commentaire, à me le dire, que toi aussi tu puisses m'apprendre quelque chose sur ce film. Si je devais résumer F1, c'est l'histoire d'une écurie qui s'appelle Apex GP, qui est en perdition, qui est au bord de la faillite, avec son pilote Jackson Pierce, et ils ont besoin d'un pilote qui pourrait leur faire remonter la pente. Et Ruben, le manager de cette équipe, a choisi Sonny Hayes, un ancien adversaire et coéquipier lorsqu'ils concouraient ensemble dans les années 80-90. C'est donc l'un des derniers recours pour permettre à cette écurie de s'en sortir et de perdurer dans le monde de la Formule 1. On a trois rôles principaux tenus par donc Brad Pitt qui joue Sonny Hayes, le jeune Jackson Pierce est joué par Damson Idris et le manager Ruben par Javier Bardem. C'est donc ce trio qui pendant 2h35 va nous tenir en haleine dans ce film réalisé par Joseph Kosinski, qui n'est autre que le réalisateur en 2022 du film Top Gun Maverick. Et ça, c'est important de le mentionner. Top Gun Maverick, c'est la suite d'un premier long métrage qui a été réalisé presque 40 ans auparavant, en 86, par Tony Scott, qui s'appelle juste Top Gun. Et donc en 2022, Joseph Kosinski donne une suite à ce Top Gun qui est devenu culte au fil des années, et voici sorti Maverick. Et comment vous expliquer? Moi qui n'étais pas fan de Top Gun premier du nom, Maverick m'a complètement transporté et m'a marqué. Pour vous dire, j'ai dû voir le film une seule fois, il y a peut-être un an, et j'ai dû voir quelques extraits à droite à gauche sur les réseaux ou sur YouTube, ou peut-être quand il est repassé plusieurs fois à la télé. Et je l'ai jamais vu une deuxième fois en entier. Mais je me souviens encore de tout le film. Parce que le mot qui pourrait être qualifié, c'est vraiment marquant. L'adrénaline, la tension, les sensations qui te provoquent, c'est juste exceptionnel. Tom Cruise est absolument bluffant, bref, c'est génial. Et quand j'ai appris que c'était ce même réalisateur qui allait faire le film F1, franchement, j'avais de la hype. En plus, t'as Brad Pitt en acteur principal, et cerise sur le gâteau, à la musique, tu n'as nul autre que Hans Zimmer. Et Hans Zimmer, on sait très bien qu'il est capable de rendre des situations assez épiques par sa musique. Donc, sur le papier, tous les ingrédients sont réunis pour faire un bon film. Il n'y a pas que sur le papier, ils ont réussi à faire un bon film, et un très bon film. On retrouve la patte du réalisateur en fait. On retrouve ce côté frissonnant, ce côté émotionnel, sensationnel, avec énormément de tension, qui fait que on est captivé par tout ce qui se passe. Au premier abord, le scénario, moi, je le trouvais assez basique. L'introduction, je l'ai trouvé assez facile et la conclusion paraissait évidente. Malgré tout, j'ai été quand même à fond dedans parce que il y a tellement d'éléments qui fonctionnent ensemble que t'en oublies le scénario plutôt classique qui est à la base. Et l'un des points qui fait ça, c'est surtout la manière dont c'est filmé. Les plans sont ultra serrés dans la voiture et on est vraiment en immersion avec eux. On reviendra plus tard sur la technique dans la vidéo, mais c'est l'un des points clés de ce film qui fait de lui un très bon film. Et ensuite, évidemment, le scénario a des points faibles, mais il a aussi de très bons points forts. On va s'attarder un peu sur celui-ci, parce que c'est important. Les trucs que j'ai vu souvent passer, c'est que le film pouvait être un petit peu trop explicatif et qu'il était pas assez réaliste. Et ces deux points sont faux. Enfin, pas exactement. Le côté explicatif, je le défends et en même temps, je le comprends parce que si tu connais un petit peu le monde de la F1, même pas qu'un petit peu, si tu regardes les courses, que t'es passionné, enfin bref, que t'as les bases, c'est vrai que il y a certains aspects de la course, tu te dis, ça je le sais déjà. Oui, mais toi tu sais déjà. Mais faut pas oublier que c'est un film grand public, c'est un blockbuster qui a coûté 350 ou 375 millions d'euros, donc il y a énormément d'argent. C'est pas le genre de film qui est fait exclusivement pour les fans. On vise un public beaucoup plus large que ça, et visiblement ça marche puisque on est à plus de 150 millions de recettes au cours de la première semaine, ce qui est un super démarrage. Donc je comprends qu'on puisse le reprocher, mais en même temps, c'est un peu logique parce que c'est pour initier tout le monde à ce sport et que tout le monde, pendant le film, puisse
comprendre ce qu'il se passe. Donc c'est normal. Et pour les autres qui reprochent le fait que ce film ne soit pas assez réaliste, qu'il y a des événements qui se passeraient pas en vraie course de Formule 1, que ça se passerait jamais comme ça, ou que la situation serait forcément différente dans la réalité. J'ai envie de répondre à tous ces gens, c'est un film. C'est juste un film, en fait. C'est justement la différence entre la réalité et le film. Bah, elle est là, en fait. C'est que ce n'est pas la même chose. On serait sur un documentaire, ce serait problématique, mais là, on est sur une fiction, une histoire inventée, c'est de l'invention, c'est de la créativité. Donc oui, on va peut-être rendre ça un peu plus, voire trop dramatique, un peu plus cinématographique, ou un peu moins réaliste, comme certains le disent. Mais c'est normal, c'est un film. C'est fait pour que ce soit un spectacle, pour que ça nourrisse l'histoire. C'est un film sur le sport, certes, mais il y a quand même une histoire. Dans ce cas-là, cet argument ne tient pas. Vous n'allez pas au cinéma pour voir une course de F1. Une course de F1, ça se regarde sur Canal+, avec Julien Febvre et Jacques Villeneuve aux commentaires. Et en termes de cinéma, c'est plutôt bien. La preuve avec nos 3 personnages. Non seulement le jeu d'acteur est plutôt bon, après t'as Brad Pitt et Javier Bardem qui n'ont plus rien à prouver, mais Damson Idris, moi je connaissais pas du tout, je l'ai découvert avec ce film et franchement il m'a beaucoup convaincu, j'ai adoré sa performance. Honnêtement, les 3 forment un bon trio, ça m'a convaincu et c'est grâce aussi à l'écriture parce que le scénario, oui, on peut lui reprocher des trucs, il a peut-être des défauts sans aucun doute, mais il a également de grandes qualités et en termes de personnages, c'est un de ses points forts. Parce qu'on est en face de 3 personnages qui ont une histoire où ils sont liés tous les 3, entre le businessman qui veut faire fonctionner son écurie, le doyen qui revient dans la course et qui a besoin de prouver qu'il est fait pour ça, en même temps de servir un petit peu de mentor à ce jeune rookie qui débute et qui veut faire sa place et également prouver qu'il n'est pas là par hasard. Ils sont tous liés entre eux et le point commun qu'ils ont, c'est ce sport, la Formule 1. Et c'est un point ultra important, c'est que ces personnages sont très bien développés et en même temps, on met pas de côté l'essence du film qui est le sport, la course de voiture, quoi. Ces personnages ont en plus une histoire passée bien construite qui n'est pas dévoilée tout d'un coup, mais au fur et à mesure, on apprend à les connaître et tout, ce qui fait que certaines scènes qui peuvent paraître sans intérêt, en fait elles le sont pas parce qu'elles servent à nourrir un petit peu plus chacun d'eux et de comprendre leur point de vue respectif. Ils sont tous passionnés par la même chose, mais ils ont des caractères différents, ce qui fait qu'on n'a pas un côté redondant où on aurait pu tomber dans le cliché du pilote de Formule 1. Cependant là, avec Brad Pitt et Damson Idris, on a quand même 2 caractères bien trempés, assez fougueux et tout, mais qui sont tellement différents à la fois. Ils se ressemblent en même temps ils s'écartent. Et c'est ce qu'on a pendant le film. D'un côté, t'en as un qui va soigner son image et l'autre qui s'en fout. De l'autre, t'en as un qui va tout donner pour la course, tandis que l'un va être beaucoup plus dans le côté respect des consignes et tout. Des tout petits aspects qui paraissent anodins, mais qui rendent ce film encore plus crédible. Notamment avec Sonny Hayes, quand il a cette superstition, cette routine de mettre une carte au hasard, ou pas au hasard, ça on comprend pas vraiment dans le film, dans sa poche, en guise de superstition. Moi ça j'adore et peut-être que des gens ils vont dire c'est normal, il y a plein de sportifs superstitieux, mais justement, c'est d'avoir repéré qu'il y avait beaucoup de sportifs superstitieux et de l'avoir mis dans ton film, d'avoir ajouté ce détail, c'est quelque chose qui a son importance et qui peut-être inconsciemment solidifie le personnage de Sonny Hayes et c'est le cas pour plein d'autres petits détails que je n'ai certainement pas repérés, mais qui fait que les autres personnages fonctionnent dans cette histoire et qui évoluent au fur et à mesure, tu vois. Tous deux ne restent pas bloqués dans la personne qu'ils sont à la base, ils évoluent au fur et à mesure de l'histoire et ils ont grandi. On sent que c'est 2 personnages qui ont évolué à la fin et moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais moi j'y vois entre Damson Idris et Brad Pitt dans leurs personnages une manière de comment dire, j'y vois un écho à leur carrière d'acteurs respectifs. Je connais Brad Pitt, il a la soixantaine, il est plus vers la fin de carrière que le début, alors que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Damson Idris, moi, je le connais absolument pas. Et on a encore une fois cette position de un qui a un caractère bien trempé, mais qui est déjà bien ancré dans le milieu, un qui est jeune et qui veut se faire sa place, et le doyen, si on peut l'appeler comme ça, va un peu apprendre des choses aux rookies. D'ailleurs, ça va nous faire une transition idéale avec la partie réalisation du film. Il y a 2 ans, Brad Pitt a contacté Damson Idris pour l'inciter et l'encourager à ce que entre eux, ils se préparent et s'entraînent comme il faut pour pouvoir être en mesure de piloter une monoplace pour le film F1. Pour la partie réalisation, oui, Brad Pitt et Damson Idris se sont entraînés pendant 2 ans, si ce n'est pas plus,
à se former pour conduire des monoplaces. Simulateurs, entraînement sur de vrais circuits, comme un entraînement dont j'ai eu vent qui était sur le circuit du Castellet dans le sud de la France, le circuit Paul Ricard. Et si vous vous posez la question, oui, c'est bien eux qui pilotent réellement dans le film F1. Mais ils ne pilotent pas des F1. Et oui, si vous n'êtes pas au courant, ce ne sont pas des F1, mais des voitures un peu moins puissantes, soit des F2, soit des F3, ça dépendait de certains plans. D'ailleurs, les acteurs comme les producteurs ont pu être très bien conseillés pour préparer ce film F1, puisque ils peuvent compter dans les producteurs exécutifs deux personnalités du milieu, en la personne de Toto Wolff, le président du team Mercedes Formule 1, et la star, l'icône, la légende, Lewis Hamilton. C'est en partie grâce à eux que ce film Formule 1 se réalise, puisqu'ils ont été de très bons conseils, notamment au scénario. Ils ont conseillé un truc assez primordial, c'est de ne pas partir de zéro, c'est-à-dire d'avoir rien, que dalle, mais ce rêve d'avoir son écurie en Formule 1 et de créer une écurie à partir de rien, de la construire, machin, et ça y est, on arrive en Formule 1, on gagne. Ils ont plutôt conseillé d'avoir déjà une structure bien établie, peut-être une jeune structure, certes, mais déjà bien construite, bien ancrée, et d'avoir des difficultés qui fait qu'on aurait une voiture non pas à construire, mais plutôt à développer, à modifier pour la rendre performante. Et ça, c'est un détail quand même assez important parce que ça changerait tout à l'histoire et mine de rien, ça aurait certainement été beaucoup moins bien. Je l'imagine dans ma tête et je trouve que ça l'aurait pas fait et que là, éventuellement, que le côté réaliste aurait pu être remis en question dans le film. Éventuellement. Après, ça reste un film, mais faut pas abuser du bail quand même. Un autre point où ils ont été primordiaux tous les deux, c'est pour la construction de la voiture parce qu'ils ont aidé à construire cette fausse Formule 1 Apex GP. Comme je vous l'ai dit, c'est des Formule 2 et Formule 3, mais ces voitures, elles n'ont pas le même aspect, un aspect aussi développé que les Formule 1. Du coup, il a fallu les déguiser en Formule 1. Et ça coûte un bras. Et Mercedes, Toto Wolff et Lewis Hamilton les ont aidés à construire cette monoplace pour que le film puisse prendre vie. Maintenant, c'est bien. T'as la voiture, tu peux faire des photos, tu peux l'exposer dans le stand pour certains plans et tout. Ok, pas de problème. Mais comment tu fais pour avoir ces plans en piste, sur le circuit? Comment on fait? Il y a 3 éléments majeurs qui ont été utilisés. Le premier d'entre eux, c'est que pour avoir un tel engouement lors d'une course de F1, le même public que lors d'une course de F1 et les vrais pilotes, on a tout simplement été sur un circuit où il y avait une course de F1. Et oui, certains plans ont été réellement filmés lors de véritables courses, véritables Grands Prix de Formule 1. Il y a eu à Silverstone, à Abu Dhabi sûr et certain, il y a eu également à Monza, à Spielberg en Autriche. Bref, ils étaient là sur bon nombre de Grands Prix lors de la saison 2023 pour pouvoir capter l'ambiance, capter l'environnement et capter certaines images de réels pilotes que l'on retrouve aujourd'hui sur la grille. Si vous n'avez pas vu ce film F1, oui, dans ce film, il y aura bien Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc. Ils sont tous présents. Et mine de rien, c'était pas si facile de tourner pendant les week-ends de F1 parce que il y avait un protocole très strict à respecter. Il y a certains plans, c'est le réalisateur Joseph Kosinski lui-même qui l'explique. Ils avaient 5-10 minutes pour les tourner, ce qui est équivalent à 2-3 prises, et lui-même dit, je cite, ce n'est pas comme ça qu'on tourne un blockbuster. Un blockbuster, il y a tellement de sous en jeu que tu peux te permettre de faire 10 fois, 20 fois la prise, jusqu'à temps que tu aies la chose la plus parfaite possible. Là, tu ne pouvais pas, ce qui fait que toute l'équipe devait être mobilisée en permanence pour ces plans, qui paraissent juste peut-être anodins, mais qui ne le sont peut-être finalement pas tant que ça. Et mine de rien, pour le côté immersif, on est en plein dedans. Quoi de mieux que du réel pour retranscrire du réel? La deuxième chose, c'est ce que j'évoquais en début de vidéo. Les plans serrés dans la voiture pendant les courses. Comment on fait ça? Eh pour filmer cette voiture en long, en large et en travers de tous les angles de caméra possibles, il y en avait pas moins de 15 à disposition pour le faire. 15 caméras pour la voiture. Alors, ils n'avaient pas les 15 d'un coup. Ils en avaient max 4 en même temps, parce qu'après, ça pouvait freiner la voiture, et d'un point de vue aérodynamique, et même pour certains plans, je pense que si tu mettais les 15 d'un coup, tu pouvais voir une autre caméra sur le plan, et enfin, c'était un casse-tête logistique. Mais ça veut dire qu'ils ont dû faire plein de fois les prises, et ça, c'est ton métier, j'ai envie de te dire. Mais et c'est pas fini, parce que vous avez certainement tous une idée de la taille et le poids d'un appareil photo ou d'une caméra. C'est quand même lourd, c'est imposant, c'est compliqué d'avoir quelque chose qui peut correspondre ergonomiquement à ce dont tu as besoin pour un film de cette ampleur.
Eh bien, oui, ça a été un problème que Sony a eu, et pour s'adapter à cette problématique, ils ont utilisé des composants d'iPhone. Ouais, ils ont utilisé un portable, comme quoi la technologie portable devient de plus en plus intéressante dans le cinéma. Après 28 ans plus tard, réalisé par Danny Boyle uniquement à l'iPhone, on a un autre film qui utilise de la technologie Apple, et c'est quand même intéressant de se poser la question si un jour est-ce que les téléphones portables remplaceront les caméras de cinéma. C'est peut-être une problématique dont on pourra parler en vidéo, je pense. Ça peut être intéressant. Dites-le moi en commentaire. Et la troisième chose, bien que Joseph Kosinski soit un réalisateur qui privilégie les prises de vue réelles, et c'est tout à son honneur parce que les films comme ça, moi j'adore, les films en fond vert. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais je donne beaucoup plus de crédit et je trouve ça beaucoup plus intéressant à parler de films qui sont passés en prise de vue réelle. Mais pour certains plans, des fois, tu n'as pas vraiment le choix et il a dû utiliser du CGI. Pour certains dépassements qui étaient assez risqués ou certaines manœuvres qui paraissaient trop impressionnantes et trop compliquées pour quelqu'un qui n'avait pas le niveau de Formule 1 et surtout qui n'avait pas la voiture, puisqu'on le rappelle, ce ne sont pas vraiment de vrais Formule 1 là-dedans. Dépasser de vrais Formule 1 à pleine vitesse sans qu'on capte la supercherie, c'est quand même compliqué. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont certaines fois remplacé certaines voitures de Formule 1 par celle du team Apex GP. Il y a un dépassement à Monza, je sais plus si c'est Leclerc qui passe sur Hamilton ou Hamilton qui passe sur Leclerc, mais il y a une des deux voitures qui est remplacée par celle d'Apex GP pour réaliser ce dépassement. Et c'est comme ça qu'avec 3 éléments majeurs, tu peux construire un film aussi sensationnel que ce film F1. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à commenter. Dites-moi si ce film F1 vous a plu, s'il y a des choses qui ne vous ont pas plu. C'est intéressant d'en débattre également. Et nous, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas trop de quoi ça va parler parce que j'ai 2 sujets en tête. Vous verrez bien. Généralement, je le mets maintenant en commentaire épinglé. Et bah, tout ce que j'ai à vous dire, c'est à bientôt pour une prochaine vidéo pour parler d'un prochain film. Et salut!